Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'exécution du contrat d'assurance. Donc cette vidéo s'inscrit dans le cours droit des assurances. Si vous voulez vous y retrouver, c'est le chapitre numéro 4 intitulé l'exécution du contrat d'assurance. Alors, quelles sont les obligations des parties dans le cadre du contrat d'assurance? On a l'obligation du souscripteur, qui est de l'assuré, de payer la prime d'assurance. De l'autre côté, l'obligation pour la compagnie d'assurance de couvrir le risque et d'indemniser en cas de survenance du sinistre. Voilà ces obligations réciproques qui s'inscrivent dans un contrat synalagmatique pur. Nous allons parler également de la durée du contrat. Combien de temps dure le contrat? Est-ce qu'il y a une réglementation particulière concernant la durée du contrat dans le temps? Également de voir quels sont les événements qui peuvent survenir durant l'exécution du contrat et qui peuvent suspendre éventuellement l'exécution du contrat. Alors nous allons commencer par la première obligation qui est à la charge du souscripteur, à savoir le paiement de la prime. Alors, dans cette section, on va s'intéresser au paiement, aux modalités de paiement et surtout qui doit payer la prime d'assurance. Donc, comme on a vu précédemment, le souscripteur est celui qui va conclure le contrat. L'assuré est le bénéficiaire. Dans une grande majorité des cas, le souscripteur et l'assuré sont confondus dans la même personne. Mais on a vu que, par exemple, dans certains types de contrats, les contrats qui sont souscrits par des assurances au profit de l'assuré, le souscripteur est la société, dans le cadre des assurances maladie ou accident du travail. Là, on se pose la question de savoir à qui on doit réclamer le paiement. L'article 9 de la loi 1799 explique que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial. Je reviendrai sur le mandat général et spécial dans le cadre du cours de droit des obligations qui sera posté prochainement. Et donc, on étudiera plus précisément la qualité du mandataire, qui peut faire un mandat, est-ce que c'est un contrat? Nous allons voir le cadre de ce qu'on appelle la représentation. Donc le mandat peut être général, c'est-à-dire qu'on donne un mandat, une procuration à quelqu'un pour gérer des affaires. Et cette personne, en fait, c'est comme si c'était un clone de nous, c'est-à-dire il se dédouble et il a les mêmes droits que l'on a. Il peut agir également en justice. Il a la gestion d'un certain nombre de choses. Par contre, quand quelqu'un a un mandat spécial, c'est des prérogatives qui sont limitées par le mandat. Je donne pouvoir à telle personne pour me représenter à telle réunion. Je donne pouvoir à telle personne pour faire un contrat à ma place. Donc ça, c'est le mandat spécial. On peut avoir également le cas de la personne qui va s'immiscer dans la gestion de quelqu'un, comme dans le cadre de la gestion d'affaires. Et là, c'est pas un mandat, mais il y a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance dans cette situation. Il faut savoir que l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue. Donc, celui qui est mandaté ne va pas profiter de l'assurance. C'est simplement son représentant. D'accord? Donc l'assurance sera au bénéfice de la personne qui est représentée. Donc l'assurance peut être aussi contractée pour le compte de qui il appartiendra. Donc ça, ce sont des dispositions également qu'on verra dans le cadre du droit des obligations ou dans le module de droit des contrats, puisqu'il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle la stipulation pour autrui. C'est-à-dire que je vais faire un contrat à la place de quelqu'un, en fait pas à la place de quelqu'un, pardon, je suis désolée, à la place de quelqu'un et le représenter, on est dans le mandat. La stipulation, c'est que je vais faire un contrat pour quelqu'un, je vais engager cette personne. Normalement, en droit, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un contrat pour autrui. On n'a pas le droit de stipuler pour autrui. Mais lorsqu'on stipule pour autrui et que cette personne va être un bénéficiaire, va avoir un avantage, à ce moment-là, on a la possibilité de le faire. Et on peut faire un contrat à travers
le mécanisme de la stipulation pour autrui et c'est le mécanisme de l'assurance vie. Donc quelqu'un qui va contracter une assurance lorsqu'il va décéder, il va mourir, ça va pas aller directement à ses héritiers comme ça. Dans le contrat d'assurance, il va clairement stipuler à qui ira cet argent et donc cette personne devient créancière même si elle n'a pas signé le contrat. Donc parfois, il y a des créanciers qui ne savaient pas qu'ils étaient bénéficiaires d'une assurance vie. Donc le souscripteur, c'est à lui qu'on va réclamer l'argent. Dans le cadre du mandat, on va réclamer à la personne qui a signé le contrat, mais pas le mandant, c'est celui qui était là pour représenter. Parce que dans le mandat, on explique bien que la personne est là, présente physiquement, mais elle n'est juste qu'un intermédiaire, elle n'est là que pour représenter. Donc la prime sera réclamée à celui qui, in fine, est le véritable signataire du contrat et pas de son intermédiaire qui est venu pour signer à sa place. Alors, donc, on a vu le paiement de la prime. Maintenant, on va s'intéresser à la terminologie. J'ai commencé à vous expliquer le paiement de la prime, mais il est important aussi de s'intéresser à la notion de prime. Alors, ces définitions sont prévues dans un espèce de préambule qui est dans la loi, qui est tout au début, où il y a la détermination du vocabulaire. Le vocabulaire de l'assurance est particulier. On l'a déjà vu avec le terme de risque, avec le terme d'aléa. La terminologie concernant le paiement est aussi particulière. On parle d'un contrat d'assurance, mais en réalité, on parle d'un contrat de police. On parle également d'une prime. On paye une prime. Alors, la prime, selon la loi 1799, c'est la somme qui est due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordées par l'assureur. Il en va de même aussi pour l'assurance Takaful qui parle de prime, mais plutôt dans une approche participative. C'est le cas des banques islamiques et des assurances aussi conformes à la charia. C'est que la personne ne paye pas une prime. Il ne faut pas présenter cela d'une forme d'enrichissement, mais d'une contribution au même titre que si on était dans un système d'assurance mutualiste. Alors, la prime, voilà, c'est cette contribution pour les takaful et c'est la somme qui est due pour les assurances dites traditionnelles. Il y a une différence entre la surprime et la pire prime. Donc, on va parler par exemple de la surprime. La surprime, c'est une majoration quand l'assureur va estimer que la personne a un risque supplémentaire. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un a déjà eu un accident de voiture, il a ce qu'on appelle un malus. Exactement, le malus, c'est une surprime. Donc, il a été impliqué dans un accident où il a été déclaré fautif. Donc, à ce moment-là, l'assurance va appliquer une majoration et cette majoration s'appelle une surprime. Dans le langage courant, on dit oui, il a un malus. A contrario, quand quelqu'un n'a pas eu de sinistre depuis un certain nombre de temps, son risque va diminuer et à ce moment-là, il aura un bonus. Concernant la prime pure, donc c'est le montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes de l'actuariat qu'on avait vu dans le chapitre 1, sur la base des statistiques qui sont relatives à l'audit risque. Donc la prime pure, en fait, c'est le montant qui a été calculé par les actuaires avec une majoration du fait de ce qu'on appelle l'activité commerciale de l'assureur. Donc voilà pour le vocabulaire nécessaire pour qu'on puisse continuer en matière d'exécution du contrat d'assurance. Se poser la question de savoir, est-ce que cette prime a une connotation commerciale, une notion de commercial ou pas? Alors là, il faut un peu se rendre au niveau des contrats d'assurance entre les assurances dites traditionnelles et aussi au niveau des assurances qui sont mutualistes. Et c'est important de faire cette distinction concernant le paiement, mais aussi le recouvrement de ces sommes-là.
L'article 202 de la loi 1799 explique, par exemple, dans les sociétés mutualistes et sociétés d'assurance mutualiste, que le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat. Alors là, ce qu'on voit dans cette disposition, on va faire une petite glose, un petit commentaire, c'est que le sociétaire est strictement tenu par le montant qui est fixé dans le contrat d'assurance. Donc il ne peut pas y avoir de majoration. Or, et bien évidemment, si il y a une surprime ou si par exemple il y a un nouveau risque un nouveau risque, donc à ce moment-là, c'est possible. Mais là, on ne peut pas augmenter la prime d'assurance dans le contrat, quand il y a un contrat d'assurance avec une société mutualiste, quand cette société mutualiste a clairement indiqué que c'était un contrat à cotisation fixe. Donc ça aussi, c'est important. Il y a une distinction à faire entre les cotisations fixes et les cotisations variables. On avait déjà évoqué ce terme précédemment dans la distinction entre sociétés d'assurance traditionnelles et les sociétés mutualistes. Donc là, en fait, la mutualité, le souscripteur ne paye que ce qui est prévu dans le contrat. A contrario, vous avez des contrats de mutualité qui disposent de cotisations variables. Ça, on l'avait vu, c'était le cas particulier de mutualité dans le cadre professionnel qui permettait cette possibilité d'avoir des cotisations variables. La cotisation variable, elle est quand même encadrée. On ne peut pas faire fluctuer les primes d'assurance parce que ça va entraîner une forme d'incertitude pour le souscripteur et ça peut être un risque important pour lui au niveau juridique, au niveau de l'assurance de ses activités professionnelles. Donc là, le législateur, qu'est-ce qu'il nous dit? La cotisation maximum qui peut être versée dans le cadre d'une contribution variable, elle ne peut pas dépasser 2 fois le montant de la cotisation. Donc là, il y a un encadrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une libre fixation des prix, il y a un encadrement. On peut fixer le prix, mais on ne peut pas le faire évoluer comme ça. La fraction de la cotisation qui va être variable, ou quand il y aura une modification de la cotisation dans le cadre des sociétés mutualistes, il faut avoir l'autorisation. En fait, ce montant doit être fixé au niveau du conseil d'administration ou quand c'est au niveau d'un directoire. Cette fraction ne doit pas dépasser 75% de la cotisation versée. Donc à ce moment-là, il faut toujours un encadrement du législateur pour éviter cette volatilité en quelque sorte du paiement de la prime, et ça c'est particulier dans l'article 202. Donc cette flexibilité liée à l'activité mutualiste, parce que on permet ce genre de choses, parce que la mutualité, elle n'a pas de but lucratif. Donc si elle demande des primes ou des surprimes, des montants supplémentaires, c'est qu'elle en a réellement besoin pour permettre la couverture des sinistres. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette flexibilité du législateur. Alors maintenant, on va parler du recouvrement de ces cotisations dans le cas particulier des sociétaires, donc dans les sociétés d'assurance mutualistes. L'article 203 explique que on ne peut pas étaler, par exemple, le recouvrement des primes d'assurance qui n'ont pas été payées au-delà de 3 années. Donc là aussi, comme c'est des sociétaires, il ne faut pas que l'assuré, le souscripteur, d'accord, soit poursuivi comme ça sur une période qui est assez longue, c'est-à-dire au-delà de 3 ans, des sommes qu'il devait payer à la société mutualiste. Donc voilà, cet encadrement est nécessaire et il faudrait avoir des dispositions quand même pareilles au niveau de la limitation qui seraient similaires aussi pour les assurances dites normales. Alors, quelles sont les obligations de l'assuré? Donc là, on a vu les obligations concernant le paiement en particulier.
Mais dans le cadre de l'exécution, on va s'intéresser plus particulièrement à l'assuré. Quelles sont ses obligations en dehors du paiement de la prime d'assurance? Ce qui apparaît le plus logique dans le contrat d'assurance. L'article 20 précise que il doit payer la prime et surtout qu'il faut qu'il paye sa prime aux dates qui sont fixées par le contrat, mais surtout qu'il a l'obligation de déclarer exactement la situation pour que l'assureur puisse évaluer convenablement le risque. Donc, si il minore le risque pour payer une prime moindre, ça peut lui être reproché et peut y avoir un risque de nullité du contrat. Également aussi, c'est que chaque fois que le risque en fait devient de plus en plus important, il a l'obligation de le déclarer. Donc toute modification qui va entraîner une majoration du risque, ça doit entraîner en même temps une majoration de la prime d'assurance. Et même l'assureur, peut-être que parfois il ne sera pas en mesure de couvrir le risque lorsque les circonstances sont trop importantes. Donc c'est pour ça que l'assureur doit avoir toutes les informations, ce qui va vous permettre aux actuaires de faire des produits d'assurance. Et donc l'assuré ne peut pas, ou le souscripteur, si c'est les deux, ne peut pas minorer ou falsifier la réalité du risque. Donc l'assureur doit, aux dates fixées par le contrat, l'assuré doit adresser à l'assureur les déclarations en cas de survenance du sinistre. Donc, et donc ça doit se faire selon les délais qui sont fixés également dans le contrat. Les obligations de l'assuré dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance. Première chose que nous dit l'article 20, très logique, l'assuré doit payer sa prime d'assurance. Mais il ne doit pas la payer n'importe comment, il doit payer aux dates et aux échéances qui sont convenues dans le contrat. Les assureurs peuvent parfois faire des échéanciers, que ce soit mensuellement, au niveau trimestriel, au niveau de semestre, par année. Il a l'obligation de déclarer l'assuré. Dès qu'il souscrit le contrat, tous les risques en fait que constitue en fait la couverture. À savoir que si par exemple l'assuré, le souscripteur, va minorer le risque pour payer une prime qui sera moindre, à ce moment-là, ce sera de la responsabilité de l'assuré et l'assureur pourra lui opposer la nullité dans la mesure où il a signé un contrat, il n'avait pas tous les éléments pour calculer le risque. L'assuré doit adresser à l'assureur aux dates qui sont fixées dans le contrat toutes les déclarations qui peuvent être nécessaires à l'assureur pour calculer la prime d'assurance. Donc, il faut qu'il lui donne toutes les informations pour que l'assureur, si par exemple il y a eu un déménagement dans une assurance habitation, si par exemple on assure un objet et puis l'objet n'est plus à la même place, il faut avertir l'assureur pour qu'il puisse recalculer en quelque sorte le risque. L'assuré a l'obligation de déclarer toutes les circonstances d'aggravation du risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple il a un véhicule et puis il déménage, il s'installe en région parisienne, enfin s'il était en France par exemple, il s'installe en région parisienne, ici au Maroc, il habite dans une petite ville et puis tout d'un coup il doit habiter à Casa. Donc c'est une circonstance qui fait qu'il y a plus de circulation, il y a plus de risques, donc la prime d'assurance doit être recalculée en fonction du lieu de circulation du véhicule ou de la chose. Donc quand les circonstances changent, l'assuré doit également informer l'assureur. L'assuré, quand il y a un sinistre, il a l'obligation de déclarer le sinistre à l'assureur. Et donc, quand il y a un sinistre, il faut que l'assuré soit informé, c'est-à-dire que l'assurance n'est pas informée comme ça, il n'a pas de lien entre un sinistre et l'assurance.
Donc, c'est à l'assuré de faire les démarches pour déclarer son sinistre. Un assuré qui a eu un accident de voiture, c'est pas parce qu'il y a eu un PV de police, et la police ne va pas appeler l'assureur. C'est à l'assuré de faire cette démarche. Et la loi fixe au plus tard, dans un délai de 5 jours, entre le moment où s'est produit l'accident, il a jusqu'à 5 jours pour déclarer son sinistre. Alors, le paiement, est-ce qu'il se fait par le souscripteur ou l'assuré? L'article 20, il nous parle de quoi? Si on fait une espèce de petite glose, on voit que c'est l'assuré. Mais en réalité, il y a une confusion totale entre le souscripteur et l'assuré. L'assuré, c'est celui qui bénéficie du contrat, mais parfois, c'est pas lui qui a souscrit le contrat. Si c'est le mandat, c'est l'assuré qui va payer. Dans le cadre de la gestion d'affaires, c'est également l'assuré, parce que celui qui est intervenu pour assurer la chose en l'absence, par exemple, du propriétaire pour le protéger, d'accord, dans le cadre de la gestion d'affaires, donc à ce moment-là, c'est l'assuré qui doit prendre le relais pour le paiement. Quand c'est, par exemple, une assurance décès, par exemple, si, par exemple, quelqu'un paye et puis, au bout d'un moment, il n'arrive plus à payer ses primes d'assurance, on ne va pas aller voir celui qui était désigné comme bénéficiaire en cas de survenance du décès pour lui dire de venir payer les primes. Donc, l'assuré, c'est le souscripteur dans ces cas-là, mais parfois, il y a un bénéficiaire qui est l'assuré. Par exemple, si vous êtes un parent, vous êtes un chef de famille, vous avez assuré votre famille. Si vous ne payez pas vos primes d'assurance, on ne peut pas aller voir vos enfants ou votre femme. Donc oui, il y a une confusion dans les termes, mais ça reste toujours le souscripteur. Les modalités de paiement. Est-ce qu'il faut payer d'une certaine façon? Il n'y a pas de spécificité concernant les modalités de paiement. Ce que nous dit l'article 21, c'est que la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Donc, la prime d'assurance va être payée au domicile, à savoir de l'assureur, c'est-à-dire au siège de la société d'assurance, ou elle va être payée via les intermédiaires. D'accord? Donc, ce qu'on a vu, les intermédiaires, le courtier, l'agent général d'assurance, qui, eux, qui représentent, l'agent général représente l'assureur et donc, il va encaisser les primes d'assurance pour son compte. Alors, que se passe-t-il quand il y a un défaut de paiement? Donc, le souscripteur qui n'arrive plus à payer. L'assureur ne va pas résilier le contrat immédiatement. Il y a une procédure et cette procédure, elle est fixée par la loi 1799 pour protéger tant l'assuré que l'assureur. Et c'est des dispositions fixées dans la loi 1799 qui sont d'ordre public. Ça veut dire que l'assureur ne peut pas modifier ces dispositions par des clauses contractuelles. Et s'il venait à le faire, ces clauses seraient réputées nulles et non écrites. Donc, il n'y a pas de possibilité de réduire le délai de la procédure pour résilier, pour mettre en demeure également. Ce n'est pas possible. C'est pas parce que vous n'avez pas payé que le lendemain, l'assureur peut dire oui, le contrat est résilié. Non. La procédure est fixée par la loi 1799, on va le voir ensemble, et en aucun cas le contrat peut s'arroger le droit de changer ces dispositions et dire il y a ce délai-là, mais moi je vais réduire le délai. Donc ce sont des dispositions d'ordre public et l'assureur doit transposer en fait ces dispositions dans le contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'assureur, il a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 20 jours. Et là, on va faire une frise chronologique pour que vous puissiez comprendre. C'est que d'abord, il y a toute une procédure de mise en demeure avant la possibilité de résilier le contrat. Donc là, vous voyez dans cette frise chronologique, c'est que vous avez la prime qui est arrivée à échéance et qui n'a pas été payée. Entre cette période-là,
il y a un délai de 10 jours pour mettre en demeure. On va voir ce que ça veut dire la mise en demeure. Ça veut dire que l'assurance dit: «Voilà, tu dois me payer». Ensuite, à compter de la mise en demeure, il y a 20 jours. Il y a ce qu'on appelle la suspension du contrat. Il n'y a pas la résiliation, il y a la suspension. 20 jours sont passés, 10 jours après ces 20 jours, vous avez la résiliation du contrat. On reviendra sur cette frise chronologique et comment ça se passe. Donc comme vous avez vu dans la frise chronologique, le contrat il peut pas être résilié au lendemain du non-paiement de la police d'assurance. Alors, la mise en demeure, elle doit être adressée à la personne qui n'a pas payé, à savoir le souscripteur. Donc ça ne peut pas être envoyé aux assurés. Donc on en revient encore à la confusion de l'article 20. Donc on paye l'échéance qui est due. Donc quand c'est des échéances qui sont fractionnées, si vous payez votre assurance de manière trimestrielle, c'est à la date qui a été fixée dans l'échéancier. Et bien à ce moment-là, l'assureur, le lendemain, il a 10 jours pour mettre en demeure l'assuré. La procédure, donc comme on l'a expliqué, c'est une procédure d'ordre public. Donc il n'y a pas la possibilité de réduire ces délais-là, à savoir que ce soit les 10 jours entre le non-paiement et la mise en demeure, et entre la mise en demeure et la suspension du contrat, donc ça fait une vingtaine de jours. Ensuite, à compter de la suspension du contrat, on laisse encore 10 jours. Et là, à ce moment-là, l'assureur peut résilier le contrat. Donc, impossible de modifier. Sauf que la loi sur les assurances vie, elle a mis des dispositions particulières. C'est la même chose pour tout ce qui est assurance maladie. Là aussi, il y a des dispositions particulières. On ne rentrera pas dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que la mise en demeure? Et c'est le point de départ de tout. Les 10 jours, vous savez, à compter du non-paiement, l'assureur fait sa mise en demeure. La mise en demeure, vous le voyez en image, c'est un courrier qui est envoyé au souscripteur pour lui dire qu'il doit payer. Quel type de courrier? Et ça aussi, ça ne peut pas être modifié par le contrat. On ne peut pas te dire, voilà, il faudra l'envoyer de telle manière. Ça aussi, c'est des dispositions qui sont d'ordre public. L'article 22, la mise en demeure est prévue à l'article 21. En fait, elle doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être adressée à l'assuré ou à la personne en charge du paiement, à savoir le souscripteur, au dernier domicile connu. D'accord? Donc, c'est le domicile qui est déclaré par le souscripteur ou l'assuré le jour où il souscrit le contrat ou au jour où il a signé le contrat, il a inscrit un domicile. Donc, c'est le dernier domicile connu. La particularité dans les contrats d'assurance, c'est lorsque l'assuré n'est pas domicilié sur le territoire marocain. Là aussi, le législateur est intervenu et a prévu que il y a également une mise en demeure avec un délai qui sera rallongé, qu'on verra tout à l'heure. Donc, il faut un accusé de réception lorsque c'est fait à l'étranger. Mais en règle générale, la lettre recommandée, c'est mieux de la faire avec accusé de réception, même si vous êtes sur le territoire marocain. Puisque vous allez avoir une preuve que la personne, parce que ça peut être dans tous les d'autres cas, que la personne a bien reçu le courrier. Dans le courrier, la mise en demeure, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle doit indiquer le montant qui doit être payé, la date à laquelle elle devait être payée, et la suite, en fait, quels sont les risques. Donc, à savoir, l'échéancier, il devait être payé à telle date, la prime devait être payée à telle date, ça n'a pas été le cas, vous êtes mis en demeure, vous avez 10 jours pour régulariser la situation, vous avez tant de jours, 10 jours à compter de la mise en demeure pour régulariser votre situation, sinon, le contrat sera suspendu. Donc, là aussi, vous avez cette suspension du contrat, qui va se faire après la mise en demeure. Le contrat suspendu n'est pas le contrat résilié et nous allons voir tout de suite la différence. Quand on a tout terminé, comment on fait pour
procéder à la résiliation quand il y a un défaut de paiement. La résiliation va pas venir de l'assuré, mais elle va venir de l'assureur et l'assuré doit être notifié que l'assureur l'a résilié. Pourquoi? Parce que si entre-temps il a un sinistre, il faut bien que la personne soit informée qu'elle n'est plus couverte par cette prime d'assurance. Donc la résiliation, elle doit être notifiée à l'assuré, pareil, par lettre recommandée, et elle va prendre effet à l'expiration du 30e jour de la date de l'envoi de la mise en demeure. Donc ça fait 30 jours après la mise en demeure que le contrat sera résilié. Entre-temps, le contrat sera suspendu. Quand la mise en demeure s'est effectuée à l'étranger, le législateur, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez 50 jours à compter de la mise en demeure. Il y a 50 jours qui vont s'écouler et à partir du 51e jour, l'assureur pourra résilier le contrat. Ça, c'est uniquement dans le cas où l'assuré réside en dehors du Maroc. Donc voilà pour les risques en cas de non-paiement de la prime d'assurance par l'assuré. L'assuré, il a également cette obligation de déclarer le sinistre. Donc, le souscripteur va dire, voilà, j'ai subi un sinistre, maintenant, je demande à l'assureur de prendre le relais, d'intervenir, d'étudier ma situation. Donc, quand il y a la réalisation du risque, le Code des assurances va mettre à la charge du souscripteur l'obligation de déclarer le sinistre. Ce qui est bien logique parce que l'assureur n'est pas censé savoir que le sinistre s'est produit. Et donc, si l'assuré a déclaré son sinistre, qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il n'y a pas eu de faute intentionnelle, qu'il n'y a pas eu un bénéfice criminel, à ce moment-là, l'assureur devra procéder au règlement des indemnités liées au sinistre. Il faut savoir aussi que le paiement des indemnités correspond simplement à une remise en état avant la situation du sinistre. Donc l'assurance n'est pas là pour enrichir, bien évidemment, l'assuré, mais simplement le remettre dans la situation où il était avant la réalisation du sinistre. Alors c'est quoi le sinistre au regard du contrat d'assurance? Le sinistre, c'est l'événement dommageable pour l'assuré ou pour autrui. Donc là aussi, ça peut être l'assuré qui a été victime du sinistre et qui doit être indemnisé, ou c'est l'assuré qui va demander à l'assureur de prendre en charge un sinistre qu'il a causé à autrui. Et donc, à ce moment-là, comme c'est susceptible d'engager la responsabilité de l'assureur, il doit le déclarer. Parce que si j'ai une assurance responsabilité civile et que j'ai cassé quelque chose, je n'ai pas subi de sinistre. Par contre, le tiers, lui, a subi le sinistre. Et vu que j'ai une assurance de RC, ils pourront prendre en charge le sinistre. À défaut, normalement, ce serait moi qui devrais payer le sinistre de mes propres deniers, de mon propre argent. Donc, cette obligation en fait de déclarer, elle repose sur cette concordance entre le sinistre qui va être déclaré par l'assuré et le risque couvert. Donc l'assureur va vérifier que effectivement le sinistre correspond bien à un risque qui est couvert par le contrat d'assurance. Parce que vous avez des gens parfois qui vont faire appel à l'assureur, qui vont déclarer un sinistre, mais l'assureur, au regard des dispositions qu'il y a dans le contrat d'assurance, ne couvre pas ce type de sinistre. Et vous avez tout type de sinistre. Vous avez la RC, en quelque sorte, c'est l'assurance qui couvre le maximum de situations de la vie quotidienne. Et vous avez par exemple des gens qui vont faire appel à la RC pour des choses qui sont minimes. Vous avez par exemple quelqu'un qui est passé devant chez son voisin, le chien a déchiré son pantalon, il fait appel à l'assureur pour rembourser son pantalon. Et c'est des cas comme ça. Il faut voir aussi si c'est prévu par le contrat.
Alors, la typologie des sinistres. Les sinistres, en fait, vous avez des sinistres qui vont être en quelque sorte instantanés, qui sont récents, qui vont arriver d'un coup. C'est par exemple ce qu'on appelle les sinistres contemporains. Vous avez le vol, vous avez l'incendie, vous avez l'accident. Donc ça, en quelque sorte, c'est des sinistres qui vous arrivent à vous et tout de suite. Vous avez aussi le sinistre qui peut être concomitant. Par exemple, le dégât des eaux. Vous êtes dans votre appartement, vous avez de l'eau qui rentre, des infiltrations qui entrent dans votre appartement, mais également, c'est un sinistre également pour le voisin qui est au-dessus. C'est un sinistre qui est concomitant et vous subissez en quelque sorte les conséquences du dégât des eaux qui est au-dessus de chez vous. L'assureur aussi, il peut être sollicité par la justice. On appelle ça l'appel en garantie de l'assureur. Donc ça, c'est une exécution qui est dans le cadre d'un appel en garantie. Ça veut dire que l'assuré a causé un dommage, l'assureur vient pour l'épauler, pour indemniser à sa place. C'est le cas dans les assurances de responsabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'assureur, dans ce cas-là, il n'est tenu que si, à la suite du fait qui est dommageable, a été fixé dans le contrat, et surtout qu'il a été sollicité. C'est-à-dire que l'appel en garantie, il vient pas comme ça. Il faut qu'il y ait soit une réclamation, soit qu'il y ait un écrit, voilà, j'ai causé un sinistre, ou la victime dit, voilà, telle personne qui est assurée chez vous m'a causé un sinistre, ou quand c'est au niveau de la voie judiciaire, vous avez la victime qui porte plainte contre l'auteur, et l'auteur va appeler en garantie l'assureur pour payer les dommages qu'il a causés à la victime. Alors, la déclaration de sinistre. Est-ce que je dois déclarer tout de suite? Comment je vais déclarer? Ça, c'est prévu également dans le Code des assurances, donc dans la loi 1799. Ce qu'on avait vu dans l'article 20, c'est la possibilité de déclarer au plus tard dans les 5 jours de la survenance du sinistre. Donc oui, mais vous avez des assureurs qui vont dire, voilà, il faut déclarer tout de suite. Mais ce tout de suite, c'est dans ce délai de 5 jours. Sachez que les déclarations concernant tout ce qui est la maladie, ce qu'on avait dit tout à l'heure, tout ça, ça ne rentre pas dans les déclarations traditionnelles de l'assurance. D'accord ? Il y a des délais particuliers pour un certain type d'assurance où là, le législateur a estimé que 5 jours, ça peut être long. Et d'autres ont dit, voilà, l'assureur a dit, voilà, il faudrait un délai plus court de déclaration de sinistre. Alors, par exemple, dans l'article 46, en matière d'assurance contre la grêle, donc l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré dans un délai de 5 jours. Donc ça, c'est un cas particulier de déclaration, mais le législateur rappelle que même pour la grêle, ça sera 5 jours. Par contre, pour ce qui est de l'assurance en matière de mortalité du bétail, d'accord, donc quand quelqu'un il a un cheptel, il a des vaches et il commence à mourir, donc à ce moment-là, le délai doit être plus court. Et donc, sous 48 heures, il doit déclarer le sinistre. Bien évidemment, ça sera en 48 heures, 2 jours ouvrés, et on ne comptabilise pas les jours fériés. Comment déclarer son sinistre? Est-ce qu'on doit déclarer le sinistre comme fait l'assureur par une mise en demeure avec lettre recommandée? Là, le législateur n'a pas donné de forme spécifique concernant la déclaration de sinistre. La loi 1799 n'impose rien du tout. Donc la déclaration, en fait, elle peut être faite par tout moyen. Vous pouvez aller chez votre assureur, vous pouvez téléphoner. En règle générale, maintenant, c'est le téléphone. Vous avez des plateformes d'assistance en ligne. Vous avez les lignes directes des assureurs où vous pouvez déclarer votre sinistre. À l'issue de cette déclaration de sinistre, vous allez avoir un numéro de dossier, un numéro de sinistre. Ce numéro-là vous suivra tout au long de votre procédure de déclaration de sinistre et même d'indemnisation.
Donc, forme, absence de forme, liberté dans la déclaration. Donc ça aussi, c'est pour faciliter la déclaration par l'assuré. Que se passe-t-il quand quelqu'un il fait un défaut de déclaration ou voire même, le pire des cas, il y a une fausse déclaration? Ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration, elle doit être fidèle à ce qui s'est passé en réalité. Pourquoi? Parce que, dans certains types de sinistres, il va y avoir une expertise et ce qu'on déclare doit être, conforme à ce que l'expert va constater. Vous avez par exemple un véhicule qui a été accidenté et la personne dit: «Voilà, j'ai subi tel dommage sur mon véhicule, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Et peut-être que l'expert va découvrir que certains chocs qui sont sur le véhicule sont antérieurs ou qui n'ont rien à voir avec l'accident. Donc l'expert refait par exemple la scène d'accident et il va voir que les chocs sur le véhicule, certains chocs sur le véhicule ne sont pas liés par exemple à l'accident. Donc il faut que ça réponde à la réalité du sinistre. Parce qu'une fausse déclaration, ça peut entraîner des sanctions de la part de l'assureur qui peuvent aller jusqu'au non-paiement de l'indemnité et à la perte des droits à l'indemnisation. C'est ce qu'on appelle la déchéance. Aussi, il faut que l'assureur, dans son contrat, il mentionne avec des caractères qui sont gros, donc une police importante et en gras, les risques qui sont liés à la fausse déclaration ou au défaut de déclaration. Donc ça aussi, c'est pour montrer l'importance et la gravité de la déclaration d'assurance, la déclaration du sinistre. On va parler de la déchéance. Qu'est-ce que ça veut dire la déchéance? L'article 35 de la loi 1799 explique que le contrat ne peut imposer la déchéance pour un simple retard. Donc la déchéance, c'est un cas grave et il ne faut pas que l'assureur en abuse. Donc un simple retard de déclaration n'emporte pas la déchéance. Et par exemple, la déchéance des droits d'un assuré ne peuvent pas être opposés aux victimes ou aux ayants droit. Donc si par exemple, une victime, une victime d'un accident, si l'assuré est déchu de ses droits, l'assureur est tenu d'indemniser la victime, surtout si ça a été causé par le fait de l'assuré. À charge pour l'assureur de se retourner contre son assuré pour réclamer l'indemnité. Donc c'est le mécanisme de la subrogation. Pareil, je ferai un cours dédié au régime de l'obligation très prochainement. La définition de la déchéance, c'est la perte d'un droit à l'indemnité. Mais ça n'entraîne pas quoi? La nullité du contrat. Donc, l'assureur dit, c'est comme si l'assureur se retire en disant: «Oui, mais dans ce cas-là, vu ce qui s'est passé, tu es déchu de tes droits et je ne vais pas indemniser». Par contre, le contrat n'est pas interrompu, il n'est pas suspendu. Donc, il y a toujours la couverture pour les autres, s'il y a un autre sinistre qui devait arriver. Bien évidemment, à charge pour l'assuré de payer. Mais la déchéance, c'est pas la nullité. La déchéance, c'est voilà, je ne paierai pas, il y a une perte d'un droit à l'indemnisation pour ce sinistre-là. Le législateur dit aux assureurs de faire attention et d'éviter les mécanismes de déchéance abusive. Parce qu'en quelque sorte, ça traduirait la volonté de l'assureur de ne pas respecter ses engagements et ça entraînerait un déséquilibre puisque l'assuré va payer les primes et l'assureur ne couvrira rien puisqu'à tout moment, il peut opposer des déchéances. Donc là aussi, il faudrait faire attention. La déchéance abusive, c'est ce cas-là particulier. L'article 35 de la loi 1799 dispose: dans tout contrat d'assurance est nul. Donc, nullité qui est d'ordre public. Toute clause frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des textes législatifs ou réglementaires, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit. Que veut dire cette disposition? Ça veut dire que si par exemple quelqu'un devait faire une certaine procédure et qu'il ne l'a pas faite, eh ben c'est pas forcément
une une condition de déchéance que l'assureur peut mettre dans son contrat. Par exemple, si la loi dit: «Bah, vous devez, il faut aller, vous avez subi, une agression», heu, je dis quelque chose comme, une agression, vous devez, faire cette déclaration, ce type de déclaration au commissariat. D'accord? Si il ne l'a pas fait, à ce moment-là, hem, il peut pas être déchu de son droit à l'indemnisation si c'est prévu dans une disposition. Deuxième type de déchéance abusive, toute clause frappant de déchéance l'assuré à raison d'un simple retard. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Le simple retard dans la déclaration de sinistre n'emporte pas la déchéance, sinon ça ferait perdre toute valeur au contrat d'assurance. Pareil, si il a oublié de fournir des pièces aux autorités, heu, tout ça, ça ne doit pas entraîner la déchéance. Aussi, la clause d'arbitrage, alors là, à laquelle l'assuré n'a pas donné son accord express à la souscription, s'il y a un sinistre, il y a un problème et l'assuré dit: «Bah, on ira à l'arbitrage». La déchéance abusive, alors l'assureur ne peut pas se soustraire de ses obligations sous prétexte de déchéance, ce serait un peu trop facile. Et le contrat, n'aurait plus aucune valeur et l'assureur ne respecterait pas son obligation essentielle de couvrir le risque. La déchéance n'emporte pas la résiliation du contrat. C'est-à-dire que l'assuré sera toujours tenu vis-à-vis de l'assureur du paiement de la prime. Donc simplement, la déchéance, c'est quoi? C'est que pour ce sinistre-là, l'assureur va estimer qu'il n'est pas en mesure et que l'assuré a perdu son droit à indemnité. Les clauses, considérées comme étant des déchéances abusives sont les suivantes. Toute clause qui frappe de déchéance l'assuré en cas de violation de textes législatifs ou réglementaires, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. Donc toute personne qui sera déchue parce qu'elle a commis un délit, intentionnel et volontaire, et si cette clause est inscrite dans le contrat, la clause ne sera pas considérée comme nulle. Quelqu'un qui a tué, par exemple, ce qu'on avait vu la dernière fois, le bénéficiaire criminel dans le cadre de l'assurance décès, bien sûr qu'il y aura déchéance. Alors oui, la déchéance abusive est un risque pour l'assuré, puisque l'assureur ne va pas résilier le contrat. Simplement, il va estimer que pour ce sinistre-là, l'assuré a perdu son droit à indemnisation. L'article 35 de la loi 1799 contient des dispositions qui sont assez strictes concernant la déchéance abusive. Donc, on ne peut pas mettre une clause qui va déchoir un assuré de ses droits au motif qu'il a omis une simple déclaration qui était prévue par la loi. On ne peut pas être déchu simplement pour ça. Mais on peut être déchu quand cette violation, elle constitue un crime ou un délit. Pareil, on ne peut pas mettre une clause dans un contrat d'assurance qui frappe de déchéance l'assuré juste du fait d'un simple retard dans la déclaration ou dans la production de pièces. Il en va de même pour toute clause d'arbitrage qui va être imposée à l'assuré alors que ce dernier n'était pas d'accord pour recourir à l'arbitrage en cas de litige entre lui et l'assureur. Donc, le fait que le législateur pose des conditions pour éviter la déchéance systématique des droits des assurés concernant un sinistre, c'est pour donner une valeur au contrat d'assurance. Sinon, il perdrait de sa substance et il y aurait plus cette obligation essentielle de couvrir le risque puisque à tout moment, l'assureur pourrait écarter son obligation d'indemnisation ou de réparer le dommage simplement par un simple retard dans la déclaration. Alors, on va s'intéresser à la durée du contrat
Et le contrat d'assurance, donc il a parfois vocation à s'appliquer pendant longtemps. Par exemple, quand on est un automobiliste, on a toujours un véhicule, on sera toujours assuré, on pourra s'assurer ailleurs, mais on a quand même un lien contractuel qui va perdurer dans le temps. On va s'intéresser à des situations qui peuvent survenir et qui peuvent altérer l'exécution du contrat dans le temps. Alors on va prendre le premier cas qui est la liquidation judiciaire. Donc l'assurance va subsister au profit de la masse des créanciers, heu, qui va, elle, prendre le relais et qui va payer les primes d'assurance à la place de la société débitrice. Pourquoi? Parce que les créanciers ont tout intérêt à, par exemple, garder, la valeur, des, biens de la société pour pouvoir recouvrer, les sommes qui leur sont dues. Donc, il y a une continuité de l'assurance en cas de liquidation judiciaire au profit des créanciers qui vont se répartir entre eux le partage du montant des primes d'assurance. Ensuite, il y aura la possibilité pour l'assureur de résilier le contrat pendant un délai de 90 jours à compter de la date de, l'ouverture de la liquidation, judiciaire ou de la date de déconfiture. En cas de liquidation judiciaire de l'assureur, donc là, on a vu le premier cas, c'est la liquidation judiciaire de l'assuré, mais que se passe-t-il en cas de liquidation judiciaire de l'assureur? Alors là, ça peut être problématique, d'où l'intervention de la CAPS et des agréments et du contrôle pour éviter, la liquidation, judiciaire des assurances. Que devient, que deviennent, pardon, les contrats d'assurance, en cas de liquidation judiciaire? Alors que nous dit la loi 1799? Le contrat va prendre fin 30 jours après la déclaration de la liquidation judiciaire. Donc le contrat, entre-temps, va survivre pendant une trentaine de jours à compter, du prononcé de la liquidation judiciaire et à ce moment-là, l'assuré, il pourra réclamer le remboursement de la prime payée, mais en fait, c'est un remboursement qui va être demandé, heu, dans le cadre d'une procédure collective avec une déclaration de créance que feront tous les assurés, la masse des assurés qui sera une masse des créanciers et à ce moment-là, la situation va se retourner. Ça va être les assurés, les souscripteurs qui vont devenir les créanciers de l'assureur. Aussi, que se passe-t-il en cas de décès de l'assuré? Que devient l'exécution du contrat d'assurance? L'article 28 dispose qu'en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose qui est assurée, ça veut dire par exemple la vente de la chose, la disparition de la chose, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier, d'accord, ou de l'acquéreur, à charge de celui-ci de s'exécuter de toutes les obligations dont l'assuré était tenu en vertu du contrat, à savoir le paiement de la prime d'assurance. Donc l'assureur va avoir le contact avec l'héritier qui va prendre le relais du contrat d'assurance. Pareil, si la chose est aliénée, donnée, d'accord, ça sera l'acquéreur qui va reprendre. Ça, c'est si l'acquéreur, en fait, ne va pas prendre une autre assurance. Mais il a la possibilité, lorsqu'il y a aliénation de la chose, vente de la chose, par exemple, de pouvoir continuer l'assurance, d'en faire la continuité avec une substitution de l'assuré, le nouvel acquéreur devenant le nouvel assuré. Mais ça aussi, cette substitution, elle est juste de manière temporaire, le temps de la continuité du contrat. On a le principe de la libre fixation de la durée du contrat. Effectivement, le contrat d'assurance ne doit pas être un contrat perpétuel, on est bien d'accord. Le droit commun prohibe les contrats perpétuels. Il faut qu'il y ait une durée qui soit fixée dans le contrat. Ça repose sur le principe de la liberté contractuelle, le consensualisme.
la possibilité pour, les parties de fixer des tacites reconduction, mais il faut, quand même avoir, en tête que l'assureur, il doit informer, l'assuré, enfin, s'il y a tacite reconduction, que le contrat va être reconduit. Il y a également des mécanismes un peu, liés à l'obligation d'information dans la tacite reconduction qui sont liés, heu, emprunt un peu au droit de la consommation. Je vous remercie beaucoup pour, ce cours, sur l'exécution, du contrat d'assurance. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du contentieux, de l'assurance et on travaillera sur la compétence, juridictionnelle et les actions en justice en matière d'assurance. Je vous remercie beaucoup.